je pense que la France est dans un moment semblable à 1958. En 1958, la France, autour de la question algérienne, d'un régime devenu impuissant et capable de répondre aux enjeux de l'époque, est un pays qui est au seuil de la guerre civile, mais qui réussit à éviter la guerre civile et propulse au pouvoir, à ce moment-là c'est le général de Gaulle, un homme qui refonde les institutions du pays et donne une renaissance admirable au pays pour plusieurs décennies. C'est formidable. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Je me promenais, Mathieu, évidemment, dans Paris cette semaine, puis je réalisais qu'il y a quelque chose à Paris comme un peuple qui tient à certaines affaires, alors qu'un peu partout, ça s'effrite, un peu partout, les peuples laissent partir certaines choses. Écoute, je sais que tu n'es pas un fumeur, là, mais on peut encore fumer la cigarette sur les terrasses, on peut encore fumer la cigarette dans des bars où il y a un simili-abri, puis les gens ils se disent, on peut fumer là. Il y a un art de vivre auquel les Français tiennent énormément. Oui, c'est un peuple assez réfractaire, qu'on en pense pour le meilleur et pour le pire. Mais oui, les Français vivent moins bien que les Québécois avec les règles générées par l'administration. J'ai un ami qui, au moment de la COVID, m'avait dit la chose suivante, puis c'était une haute figure de l'État français, qui m'avait dit les Français reconnaissent à l'État le droit de faire toutes les lois et tous les règlements qu'ils souhaitent, tout en se reconnaissant le droit de n'en respecter aucun. Donc, je pense que oui, pour la cigarette, oui, pour l'alcool, il y a une forme d'art de vivre parisien. Pour le Québécois, d'ailleurs, pour la cigarette, je ne suis pas fumeur, mais c'est frappant de voir à quel point ça veut encore dire quelque chose ici. C'est une pratique sociale courante. Je ne la célèbre pas, je ne la maudis pas, mais je constate que de ce point de vue, les campagnes anti-tabac n'ont pas fonctionné à Paris. J'ai discuté avec un ami, et on se demandait, y a-t-il quelque chose au Québec que les Québécois ne laisseraient pas partir, eux? Parce qu'on imagine mal un monde où les Français diraient « OK, c'est bon, on accepte, tout le monde s'y est plié, plus de cigarettes sur les terrasses. » Est-ce que les Québécois, eux, ils tiennent à quelque chose comme ça? Oui, mais sur un autre registre, on a un peuple accommodant. C'est-à-dire, il y a la formule dont j'aime dire, on tient entre 2 formules. Il y a toujours moyen de moyenner, puis il y a toujours bien des limites. Dans cet entre-deux se formule l'éthique québécoise, la stratégie de résistance québécoise. Je veux croire que la langue française est ce à quoi nous tenons. C'est pas un détail, c'est-à-dire quand, à force de se faire servir en anglais dans les commerces chez nous, on finit par mal le prendre, on finit par péter les plombs, comme on dit, et je trouve ça très bien. Ensuite, il y a une forme de le vivre et laisser vivre, de pousse-me-pousser. C'est une culture plus... comment dire, plus relâchée, la culture québécoise, l'art de vivre québécois au quotidien. Mais je veux croire que la langue française est ce à quoi nous ne renoncerons pas sans se battre un peu. Tu dis que tu veux bien y croire. Est-ce qu'il y a quelque chose comme de la foi là-dedans ou il y a vraiment quelque chose de rationnel? Tu sais que c'est le français puis qu'on y tient et qu'on ne laisserait pas partir ça? Ça fait 250 ans que, contre toute évidence, nous maintenons une culture en Amérique qui est considérée par l'Empire de notre temps comme une culture, lorsqu'il la considère comme un résidu périphérique au nord de la frontière, qui est considéré par le régime canadien comme une nuisance interne à effacer pour que le peuple québécois de culture et de langue française devienne la population canadienne bilingue qui vit au Québec. Donc on s'entête, on fait ce qu'on peut. Les Québécois sont plus doués pour la survivance que pour la liberté. J'aime dire, on est un peu plutôt doués pour tenir tête. On fait le gros dos plus facilement qu'on redresse des chines, mais à la fin, on tient quand même au fait de ne pas être étranger chez nous, ce qui est un trait commun à tous les peuples d'Occident aujourd'hui. Tu faisais référence à un art de vivre du quotidien à la française. Chez nous, je pense que, comme je dis, ça s'ancre dans la langue, puis probablement aussi une forme d'exaspération quelquefois quand on a l'impression de voir revenir certains signes du passé, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois, sous de nouveaux traits, quand on voit partout le voilement dans les garderies, le voilement dans l'espace public. Les Québécois ont l'impression d'avoir réglé des problèmes autrefois qui reviennent aujourd'hui sous un autre visage. Je dis pas qu'on a raison dans notre rapport au passé catholique québécois, mais quand ça revient sous le signe d'un islam conquérant, les Québécois spontanément disent que ça n'a pas de bon sens. Mais puisqu'on est un peuple plutôt accommodant au quotidien, on se tourne plutôt vers le politique en disant « fais ton travail ».
Est-ce qu'on est véritablement le peuple impressionnant qui identifie des fois certains Français? J'écoutais Réplique, l'émission d'Alain Finkielkraut, qu'il anime depuis 1985, puis il prenait les Québécois à titre d'exemple de peuple qui se soucie de la langue française. Il parlait de la loi 101. Il disait, voici un peuple qui tient à certains mots, qui tient à en inventer, parce que dans les dictionnaires, à chaque année, on remarque qu'il y a des mots, des québécis. Courriel, divulgaché, Ouais. le nombre de Français qui sont fascinés par divulgacher plutôt que spoiler, ça, je trouve ça très bien. Mais non, je crois que quoi qu'on en dise, les Québécois, dans un environnement hostile, c'est-à-dire, je le dis, sur l'empire continental, pour qui l'anglais est tellement la langue évidente que le français, le true French, le français parisien, oui, mais au Québec, pourquoi vous entêtez-vous dans cette langue? Dans le cadre d'un régime qui considère qu'on est trop, eh ben, on s'entête. Ensuite, on le parle avec notre accent. Moi, autant les anglicismes m'exaspèrent, autant l'accent québécois, je le trouve merveilleux. Et je pense qu'on a tout à fait raison de s'y tenir. Puis à l'échelle de l'histoire, ce petit peuple improbable qui s'est entêté dans l'existence parle encore sa langue et la parle correctement. On pourrait la parler mieux. Tout le monde pourrait la parler mieux. Mais franchement, je nous trouve assez remarquable d'avoir tenu ça fait plus de 250 ans, la conquête anglaise, qui s'est institutionnalisée de mille manières, qui nous a amenés à nous voir nous-mêmes quelquefois comme des provinciaux. Le régime canadien nous dissocie en nous-mêmes, nous condamne d'un côté la fonction régalienne est à Ottawa, de l'autre côté, le Québec est vu comme l'entre-soi familial. Mais malgré tout ça, on tient bon. Donc on verra si on tient bon encore longtemps. Mais pour l'instant, on tient bon. De quoi tu t'ennuies le plus du Québec quand tu es ici et tu n'as pas le droit de répondre le beurre de pinot? Non, mais ce sera pas ça, t'inquiète. Non, je pense que c'est notre accent, tout simplement, c'est pas une blague. Les amis aussi, je suis un type assez basique là-dessus. Les amis que je voyais tous les jours à Montréal, je me désole de ne pas les voir tous les jours à Paris. Notre accent, très certainement. Une manière d'être au contact au quotidien avec la culture québécoise, bien que je le sois aussi à ma manière ici, mais bon. Mais oui, il y a une manière d'être au Québec. Quand je mets les pieds à Montréal en sortant de Dorval, je me dis, je suis chez moi. Je suis dans ce chez moi où spontanément tout m'est familier. Là, je pourrais te faire une réponse vaguement sophistiquée en disant le Mont-Royal me manque. Mais c'est très vrai, le Mont-Royal me manque. Ça, j'aime marcher sur le Mont-Royal. Bon, la rue Laurier me manque. Les Basses-Laurentides, d'où je suis né, me manque. Mais en dernière instance, puisque j'ai une forme quelquefois de nostalgie de l'inadvenu. L'indépendance, ce que nous aurions pu être si on n'avait pas raté notre coup. Je n'ai pas le tempérament mélancolique, donc j'ai pas de tristesse au quotidien, d'absence au quotidien, et puisque par ailleurs, je fais quand même 4 chroniques par semaine dans le Journal de Montréal, 3 ou 4 présences à la joute et au bilan, et qu'il y a toujours d'une manière ou de l'autre des amis québécois de passage à Paris, bien franchement, je suis en contact à ma manière au Québec au quotidien. Tu m'as pas l'air d'un gars qui médite. Non. Tu as l'air d'un gars d'action. Hein? C'est, moi, je suis pas mélancolique, c'est parce que c'est comme si tu te donnais pas le temps de l'être ou que tu te disposais pas à l'être. Franchement, c'est moi, les longues méditations sur la vie intérieure, j'ai rien contre. On a chacun notre domaine réservé. Je crois que c'est Parizeau qui disait les émotions, je garde ça pour la musique et pour ma femme. Je trouve que c'est une très juste manière de dire les choses. Pour ce qui est de la vie intérieure, on la cultive, si on en a une, par la lecture, par le cinéma, par la musique, par les œuvres, en marchant, mais je ne serais pas du genre, j'aurais pas le réflexe d'étaler ma vie intérieure publiquement, j'aurais quelque peu l'impression de me flanquer à poil dans l'espace public. Ouais, mais c'est même pas la question. La question, c'est est-ce que tu le fais dans l'intimité? Est-ce qu'il t'arrive de t'asseoir puis sans dire méditer, parce que le mot est quand même, c'est vrai que c'est un mot qui a peut-être pas rapport, mais de réfléchir longuement sans que ce soit au Québec, à la France, à toi finalement. Fais-tu ça? D'autres choses à faire. J'ai du travail à faire, là. J'ai des chroniques à écrire, j'ai des éditos à faire, je dois conspirer pour une indépendance qui doit advenir. Mais c'est pas une fuite, c'est vraiment ta ligne de conduite. Une fuite, mais je fuirais quoi? Mais non, mais il y a des gens, par exemple, qui se réfugient dans l'action, qui se réfugient dans le quotidien. J'ai pas le début d'un quart de refuge, je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Nous, on fait ce qu'on a à faire dans la vie, on fait ce qu'on a à faire, on fait son devoir, on fait ce que l'on croit être son devoir à tout le moins, pour peu qu'on l'ait correctement identifié. Ensuite, il y a l'immense bonheur de l'amitié, les plaisirs du banquet, il y a le plaisir absolument fondamental de la lecture, il y a le plaisir d'apprendre, il y a le plaisir des combats à mener. Puis pour le reste, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où on a des pensées fugaces sur nous-mêmes, mais je trouve qu'on a mieux à faire. De quoi tu t'ennuies le moins?
du Québec quand tu es ici. C'est-à-dire que quand tu arrives, quand tu reviens, puis tu te dis, ouais, ça, par contre, je viens de remarquer, là, ça, il y a 6 heures, j'étais au Québec, puis là, c'est complètement différent ici. Et bien, franchement, ils l'ont l'affaire, les Français, là-dessus. Bon, je te donne une forme de notre esprit quelquefois grégaire, notre conformisme exagéré comme peuple. Je me souviens, c'était le 31 décembre 2021, si je ne me trompe pas. On est au moment de la COVID, puis là, on était reparti pour un cycle de mémoire. Les restos étaient autorisés la veille, l'avant-veille, puis ils le sont plus 24 ou 48 heures plus tard. Bon, OK, ben, la pandémie est de retour. Je traverse l'Atlantique ce soir-là, ou le lendemain matin, pour aller reprendre mon travail sur CNews. J'arrive à Paris, où, puisque tu es ici, tu vois, dans les restaurants, on est cordés, on est ça. Les restaurants étaient ouverts partout. Officiellement, il fallait quelquefois porter le masque, mais personne ne respectait ça un instant en disant « c'est quoi cette blague ?» Bon. Donc, il y a une espèce d'esprit d'insoumission spontanée qui me plaît en France. J'avais des amis à cette époque ici qui étaient des spécialistes des restaurants clandestins. C'est-à-dire, puisque la vie dans ce cas-là de plus joyeux avait été bannie publiquement au nom de la névrose sanitaire, mais il y avait le circuit des restaurants clandestins, donc je trouve ça absolument formidable. Une saine délinquance. Oui, mais franchement, c'est de temps en temps, c'est faire un bras d'honneur aux bureaucrates. Et donc, de notre côté, je pense qu'on a une forme de conformisme qui, quelquefois, peut m'agacer. Mais moi, je suis pas très sévère envers la culture québécoise. Je suis sévère envers les institutions qui abîment la culture québécoise. Mais la culture québécoise est une culture qui mérite d'être aimée. Ça, franchement, puis notre petit peuple fait ce qu'il peut pour s'en tirer. Donc, j'ai pour nous une infinie tendresse. Et par ailleurs, ben, il y a des combats à mener. Parce que pour certains Québécois, la France, c'est le pays des obstineux, des gens qui parlent pour parler, qui des fois font le tour du sujet 8 fois pour le sport, pour l'exercice de le faire. Le pivot version RBO. Oui. Après, c'est aussi le pays du oui mais. C'est-à-dire, d'accord, on a accepté l'état de la situation, mais continuons quand même d'en parler, puis quitte à voir peut-être que la réponse initiale pourrait changer, alors qu'au Québec, c'est vrai que quand quelque chose est dit, quelque chose est dit. Et c'est plus difficile de rénover ce qui a été dit et d'en faire quelque chose d'autre. Moi, je note quelque chose souvent, c'est les Français, par ailleurs, sont plus durs les uns les autres envers eux-mêmes que les Québécois. On a une culture du pas de chicane. Ici, c'est pas nécessairement le cas. Donc, combien de fois j'ai eu l'impression de voir des Français s'engueuler, franchement, mais pas du tout. Mais pas du tout, d'aucune manière. La conversation monte, on a l'impression qu'ils sont au seuil des points, mais pas du tout. La conversation est vivante, tout simplement. Au Québec, là-dessus, on a quand même un réflexe, je le disais, conformiste, consensuel. Donc, dès que ça monte un peu le ton, on a l'impression qu'on est au seuil de la guerre mondiale. Donc, dès lors, tout le monde se tait, tous aux abris. Mais ça, je pense que c'est une psychologie façonnée, encore une fois, par 4 siècles d'histoire. Un peuple encabané à cause de l'hiver. Un peuple qui a dû se souder à cause de la domination étrangère, un peuple qui a été tenu par une institution qui quelquefois était contraignante, l'Église catholique, un peuple qui se sait minoritaire en Amérique et c'est donc un devoir de solidarité. Ça fait qu'on a le réflexe consensuel plus fort qu'ailleurs. Il y a des gens qui disent, et je te rassure, je ne suis pas d'accord avec eux, même que je m'obstine des fois avec eux. Il y a des gens qui disent, Mathieu, il travaille en France, là c'est des Québécois, hein, donc il travaille en France, c'est un environnement de pensée idéologique. Il y a des mœurs même dans la pensée. Il y a des interdits, mais ce n'est pas les mêmes forcément qu'au Québec. Donc, depuis qu'il est en France, il ne peut plus comprendre le Québec, ou il ne peut plus le commenter comme il le faisait lorsqu'il était exclusivement au Québec et qu'il n'avait que cet environnement-là autour de lui qui lui permettait de penser le monde. Qu'est-ce que tu leur réponds? Premièrement, ceux qui me disent ça, parce que je les identifie, sont ceux qui considéraient que je ne comprenais pas le Québec en y habitant en temps plein. Premièrement. Deuxième, ce sont les mêmes qui vont nous dire quelquefois qu'il suffit de mettre les pieds au Québec depuis 15 minutes pour être un Québécois absolument à temps plein. Parce qu'apparemment, il suffit de fouler le pied de l'aéroport pour tout de suite, on est le Québécois instantané. Et avoir que quelqu'un qui est Québécois, je dirais, je me permets de le dire, depuis 400 ans, et qui par ailleurs, depuis 45 ans, et qui continue à travailler au Québec, à lire le Québec, à penser le Québec, à vivre au Québec... Et là, point de vue qui ne serait plus pertinent sur notre vie collective. Très honnêtement, je sais, je pense que Michel David a dit ça récemment, puis le bonhomme Labaume aussi, mais j'ai tout le respect du monde
pour ces deux représentants du progressisme boomer nécrosé, mais je ne sens pas le besoin de me tourner vers eux pour savoir si je suis pertinent ou non. Ce qui est certain, c'est quand je lis le bonhomme La Bombe ou quand je lis Michel David, je constate que dans un cas, ça fait longtemps qu'il ne comprend plus les Québécois, ça c'est La Bombe, puis dans le cas du bonhomme David, c'est un homme intelligent, mais dont les catégories de pensée sont fossilisées quelque part autour de 1998. Je le lis pour savoir ce que le passé aurait dit du présent. Y a-tu quand même un défi? Parce que, bon, il y a des gens qui disent il n'accomplit pas le défi, il passe pas le défi. Est-ce qu'il y a un défi quand même? Est-ce que c'est plus difficile de comprendre le Québec depuis que tu es ici? Premièrement, je travaille. À un moment donné, je suis pas un cartomancien, je suis pas sur le mode genre que veut mon peuple fondamentalement, sur le mode divinatoire. Je lis les journaux québécois, j'écoute la télé québécoise, j'écoute la radio québécoise, je lis les livres québécois. Je vais au Québec plusieurs fois par année. Quand j'y vais, je fais des conférences pas seulement à Montréal. Bon, à un moment donné, je passe du temps au Québec, je passe mentalement beaucoup de temps au Québec. Je termine ici face à l'info à 20h05. Je prends mon taxi, je rentre chez moi. À 22h, j'ai la joute, lundi, mardi. Souvent, j'ai le bilan à 1h du matin. Je fais ce qu'il faut pour demeurer présent dans la vie publique. Quand, à l'origine, j'ai traversé l'Atlantique pour venir ici, ma condition, c'était de pouvoir continuer à faire ce que je faisais au Québec. J'aurais eu l'impression de déserter si je quittais notre vie publique pour une autre, simplement à la manière du touriste politique. C'est vrai que tu fais le bilan à 1h du matin. Excuse-moi, là, mais l'autre jour, je me disais, c'est pas à 7h ce truc-là? Plus 6, ça fait 1h du matin? Oui, 1h à 2h du matin. Donc tu dors. Ben, ça, en plus, c'est peut-être la preuve même que tu y tiens plus qu'on le pense au Québec, parce que 1h du matin, là, ça arrange personne, généralement. Mais je précise que ce n'est pas agréable de travailler à 1h du matin. Je précise, mais même pour le 22h. Alors, je vais t'éviter les détails, mais le nombre de fois où parce que Paris est une ville amusante, Paris est une ville stimulante, on s'entend. Après le boulot, à 20h05, invité à dîner, comme on dit, à souper, tel endroit, tel événement, tel lieu. Ben, désolé, je peux pas, j'ai la joute. Donc, il y a toute une partie du caractère charmant de la vie parisienne auquel je dis non 2-3 soirs semaine, parce que je considère qu'il est plus important de faire mon travail au Québec. Ensuite, comme je dis, si quelques esprits prennent prétexte de cela pour me dire que oh là là, ne l'écoutez plus, tout ça, ça me dérange pas tant que ça. Comme j'aime dire cette formule qui me plaît, ça me fait pas un pli sa différence. Il s'est passé quelque chose il y a quelques jours, et moi j'ai longtemps réfléchi. Là, sérieusement, ça m'a pris 2 jours à me demander si j'en parlais ou j'en parlais pas avec toi, mais en général. C'est ce fameux rapport des Oui Québec, puis je suis obligé. Si je devais écrire ce que je viens de dire, je mettrais des guillemets autour du mot rapport. Donc, les Oui Québec, c'est un organisme c'est une organisation qui défend l'idée de souveraineté, qui en appelle à une union des souverainistes. Ça fait partie du mandat. C'est ce qu'ils prétendent. Ouais, mais c'est pas exactement le cas. Ben, exactement. Je pense que la précision est importante. Et ces derniers mois, ils ont mis sur pied, ils ont eu une enquête, enfin, ils ont rencontré des gens, ils ont présélectionné des groupes. C'est eux qui le disent. On a présélectionné des groupes qui se sont engagés à témoigner à condition de ne pas être nommés. Donc, l'anonymat est garanti des deux côtés. On ne sait pas qui sont ces groupes. Et selon l'enquête des Oui Québec, 65% de ces groupes-là leur auraient rapporté que, selon eux, le nationalisme au Québec n'est pas assez inclusif. Et ça, c'est sorti un samedi dans la presse, une de la presse. Le rapport était publié le lendemain, mais la presse avait eu accès d'avance à ce document-là. Il y a beaucoup de souverainistes, et pas juste des souverainistes de droite, là, beaucoup de souverainistes se sont dit, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Est-ce que c'est censé nous aider, ce truc-là? Est-ce que c'est censé nous nuire? Comment tu as vécu ça, toi? Bon, premièrement, j'ai pas été surpris. Qu'est-ce que c'est les Oui Québec? C'est une organisation qui représente l'aile gauche identitaire et sociale mais plus identitaire que sociale, du mouvement national. Donc c'est à la fois la tendance QS et l'aile gauche version Louise Arel de ce qu'était le souverainisme autrefois. C'est une tendance qui a historiquement été minoritaire dans la population, mais qui contrôlait une bonne partie du discours souverainiste. C'est une tendance qui a échoué. Ça, il faut juste le rappeler, le discours souverainiste, anti-identitaire, a été dominant de 1995 à 2007-2008. À cause de ce discours-là, le Parti québécois a progressivement perdu en pertinence, au point où en 2007, au moment de la crise d'accommodement raisonnable, il se fait dépasser par l'ADQ.
L'ADQ, donc on a un PQ, souveraineté sans identité, puis la souveraineté pas tant que ça. On a de l'autre côté un ADQ, identité sans souveraineté. Mais les Québécois qui étaient dans le moment de revendication identitaire, après 10-12 ans par ailleurs de censure post-référendaire de l'identité au nom des paroles de Parizeau, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ADQ récupérer le créneau du nationalisme. Ça va culminer, si on fait une histoire longue, en 2018 avec la CAQ qui déclasse le Parti québécois avec son autonomisme identitaire, à la différence d'un Parti québécois qui ne savait jamais trop exactement quoi faire d'un enjeu identitaire qui est si fort aujourd'hui. Premier élément. Deuxième, donc, en gros, l'identité au Québec est plus forte que la souveraineté. Je m'en désole, soit dit en passant. Moi, je suis un indépendant de certain, mais je constate que l'identitaire est plus payant que le souverainisme. La critique de l'immigration massive, la défense de la laïcité, la défense du français sont 1000 fois plus payants politiquement que l'indépendance du Québec. Mais ces gens-là, nos amis des Oui Québec, disent non, il faut laisser de côté l'identitaire et en plus, il faut le criminaliser parce que ce serait la fermeture à l'autre. Ajoute à ça un élément, cette gauche souverainiste dit l'indépendance, oui, mais à condition d'un projet de société. Lequel? Celui d'Éric Duhem, le mien, celui de Françoise David, celui de Jean-Martin Haussan, celui de qui exactement? Ce qu'il nomme un projet de société, c'est la confiscation de l'indépendance par le progressisme. Donc l'indépendance ne serait légitime et désirable qu'à condition de servir à la construction d'un projet de société de gauche. Ce type de projet de société de gauche, porté aujourd'hui par QS, est moins populaire que le Parti québécois aujourd'hui. Donc là, ce que ces gens-là nous disent, ils produisent un rapport de manière absolue, avec une méthodologie bancale. Ils donnent ça à la presse, qui est un organe de propagande anti-souverainiste, qui se fait un plaisir de mettre en scène le procès du nationalisme québécois, le procès de nationalisme identitaire, le procès du nationalisme historique. Et là, les chroniqueurs de la machine se mettent les uns après les autres à pousser ça en disant c'est terrible, c'est absolument... Ceux qui connaissent assez peu, parce qu'il y a un problème aussi d'ignorance quelquefois dans le commentariat. Donc des gens qui connaissent très peu les Oui Québec, cette organisation de coalition. C'est pas une organisation de coalition, c'est une frange radicale qui se fait passer pour le peuple dans son ensemble. Bon, ça c'est classique à gauche. Donc, on voit cette espèce d'opération médiatique qui a pour fonction, en fait, de diaboliser, de sanctionner, d'interdire la référence identitaire dans le discours souverainiste. J'ai regardé ça, je me suis permis de juger ça assez sévèrement, parce que si on a l'histoire du souverainisme post-référendaire, cette scène-là, on l'a déjà vue plusieurs fois. Donc il était temps de rappeler à ces gens qu'ils ne nous bluffaient pas, qu'on savait ce qui se passait, et je note que ce ne sont pas que les gens qui ont ma sensibilité idéologique ou politique qui ont dit la même chose, on était devant une opération. Puis un souverainiste devrait toujours se dire que quand il fait vraiment plaisir à la presse, qu'est-ce qu'il fait? Pour faire l'indépendance du Québec, il faut d'abord s'appuyer sur un truc de base, le peuple québécois. Le peuple québécois qui ne veut pas disparaître. Le peuple québécois, ça génère des arguments identitaires qui sont portés par un projet souverainiste qui, par ailleurs, doit parler aux Québécois de gauche, de centre, de droite, et ainsi de suite. Ces gens-là proposent tout à fait l'inverse. Puis on est censé les prendre au sérieux, quand même. Mais ça revient quand même souvent, quand on connaît l'histoire du mouvement souverainiste, des épisodes de sabotage là, que s'infligent eux-mêmes les souverainistes. Oui, c'est une drôle d'habitude, là, quand même. Là. Non, mais en plus, on n'est pas doué, là. Non, puis c'est la frange un peu perdante. C'est PSPP. Faut le voir aller en ce moment. Le gars, en 2000... il reprend un parti. Il commence sa course à la chefferie à quoi? 5-6%? Il se fait élire à la chefferie du Parti québécois. Après s'être fait élire à la chefferie du Parti québécois, tout le monde dit il est mort, il est foutu, tout le monde. On refuse de l'inviter à tout le monde en parle. On l'invite avec un député NPD de mémoire, tout comme ça. On refuse de le prendre au sérieux. Et il réussit à reconstruire son parti. Il réussit à se faire élire à Montréal. Plus personne pensait que le Parti québécois se ferait élire à Montréal. Il réussit à se faire élire à Montréal. Il reconstruit son parti. Il gagne avec Paradis dans le coin de Québec. Un comté que le PQ n'a jamais eu. Il réussit à dépasser le 30%, puis il s'y maintient. Des hauts, des bas, mais globalement, il réussit à 30%. Il remet la question de l'indépendance au cœur du jeu. Jamais il ne sacrifie la cause nationale dans des espèces de calculs habituels des savants sages péquistes qui nous disent toujours qu'il y a une forme de pédagogie de l'enfouissement. Moins vous parlez d'indépendance, plus vous allez réussir à convaincre les gens de la faire. Le gars réussit. En ce moment, s'il y avait une élection, le Parti québécois serait majoritaire. Il y aurait donc les moyens de faire beaucoup pour le Québec. Puis que disent ces gens? Ah, sa stratégie n'est pas la bonne. Le parti à 8% dans des bons jours nous explique que le Parti québécois fait pas la bonne affaire. PSPP, moi je l'ai déjà dit,
est le chef politique le plus impressionnant chez les souverainistes depuis M. Parizeau. Ensuite, on peut avoir des réserves à son endroit, on peut penser plein de choses, on peut faire des critiques, j'ai eu l'occasion d'en formuler, j'ai eu l'occasion d'être sévère avec lui à certains endroits, mais sur le fond des choses, nous sommes devant un leader politique. Franchement, c'est inspirant ce qu'il mène. Donc, que des gens qui se sentent déclassés parce qu'ils ne comprennent plus le monde dans lequel ils vivent, parce qu'ils ont l'impression... Ils ne comprennent pas la question de l'immigration, ils ne comprennent pas la question de l'identité, ils ne comprennent pas la question de la coalition, et qui sont nostalgiques de je ne sais quelle époque, ceux-là, donc comme je dis, les Louis Arel et compagnie, ils voteront oui, puis j'en suis bien heureux, ça va de soi, puis ils ont leur place dans la coalition. Mais sermonner, puis chercher à torpiller le principal porteur du projet national à quelques mois, à quelques semaines des élections, ça relève à la fois d'une forme d'incompétence stratégique et d'esprit autodestructeur. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, est-ce que les souverainistes doivent prendre la parole pour dénoncer ça, puisqu'ils dénoncent en commençant le fait que certains souverainistes nuisent à la cause, le dénoncer à son tour, c'est un peu nuire à la cause, mais à un moment donné, il faut quand même nommer les choses. Ouais, c'est là que j'ai tranché. Il y a une formule d'Andreotti, c'est dans le film Andreotti qui a été fait par celui qui a fait The Young Pope, The New Pope, Les Grandes Bellezza. J'ai pas le nom de l'auteur en tête, le réalisateur, mais il fait un film sur Andreotti, un homme politique italien dans les années 70, je crois. Puis Andreotti dit « Notre Seigneur », parle du bon Dieu, dans sa sagesse, parle de Jésus-Christ en fait, dans sa sagesse, dans sa bonté, nous a demandé de tendre l'autre joue. Et dans sa sagesse, ne nous a donné que 2 joues. Bon, franchement, moi, voir ces gens-là nous traiter de racistes à demi-mot, ben, je ne fais pas semblant, je ne vais pas siffloter en disant non, de quoi. On voit ce qu'ils disent, on voit les attaques, on répond, puis on leur rappelle ce qu'ils sont. Donc, mais 2 coups d'abord, et le troisième, tu le laisses plus passer, j'ai bien compris. Oui, puis je pense qu'on a déjà mangé les 2 coups en question, donc là, on est déjà à l'heure de la contrebaffe à la Bud Spencer. Tu disais, s'il y avait une élection demain matin, le Parti québécois remporterait l'élection, composerait même un gouvernement majoritaire. Est-ce que ça t'inquiète quand même le fait que depuis quelques mois, il y a eu une perte dans les points de pourcentage? Mais ça, c'était inévitable. Je veux dire, qui pouvait s'imaginer qu'à 1 an des élections, la machine, parce que c'est une machine, c'est un régime, voyant les indépendantistes au seuil du pouvoir, n'allait pas prendre les moyens pour mener une campagne de peur significative pour détourner les électeurs plus hésitants du Parti québécois. Donc là, on a vu, là, dans la séquence récente, Mme Fréchette, devant le beau bureau du Building Canada Strong and Free, ou quelque chose comme ça, là. Donc, ça fait des années qu'Ottawa retient des milliards, donc c'est de l'argent des Québécois, qu'Ottawa prend, puis nous redonne à ses propres conditions. Là, Ottawa décide de finalement renvoyer cet argent-là au Québec avec ses conditions, les précisions ne sont pas encore données. Et Mme Fréchette est toute heureuse de savoir. Est-ce qu'elle comprend que dans l'opération, il s'agit d'une opération d'Ottawa pour mettre de l'avant Mme Fréchette parce qu'ils disent que le milliard est tellement nul qu'on est obligé de miser sur elle pour être capable d'empêcher les souverainistes d'arriver au pouvoir. Premier élément. Deuxième élément, la campagne médiatique permanente contre PSPP, c'est quand même fascinant. C'est-à-dire, il s'agit d'une campagne de diabolisation permanente. On cherche à le faire passer. Donc, il y a le côté, il serait colérique, je pense, pour ce poulet. Là, on cherche à le faire passer aussi pour un intolérant. Mais c'est absurde. Oh, là, quelquefois, on le présente comme un homme exagérément influençable. Non, mais c'est un type brillant. Donc là, il faut arrêter. Puis j'ai pas l'impression qu'il a besoin de je ne sais quel Saruman à ses côtés pour réfléchir. C'est un gars, il s'est construit par lui-même. Donc là, on est devant une campagne de diabolisation pour chercher à le liquider. Mais il tient tête. Puis il s'effondre pas dans les sondages. Donc là, le régime commence à paniquer. Donc là, il en rajoute toujours une couche. Donc, que le Parti québécois se maintienne à plus de 30% en ce moment. Puis de l'autre côté, il y a le récit autour de Mme Fréchette. Une femme honorable personnellement, j'en doute pas. Mais Mme Fréchette, ancienne du Parti québécois au début des années 2000, je l'ai déjà croisée dans des rencontres du Parti québécois à l'époque. Ensuite, qui quitte le Parti québécois autour de la question de la Charte des valeurs, donc en désaccord de fond avec la question de la laïcité. Mme Fréchette, qui est la responsable de l'aile immigrationniste à la CAQ, c'est elle qui se faisait une fierté. Si vous parlez aux gens de la CAQ, parce que j'ai quand même quelques amis dans ce parti, il disait « Fréchette nous a imposé une politique d'immigration dont le goût voulait pas ». Combien de fois on me l'a dit ça au sommet de ce parti? Ajoute un élément, elle perd en ce moment, à peu près tous ses candidats, tous ses députés veulent partir. Démission, les ministres partent, et ainsi de suite.
Puis là, le commentariat militant, une partie du commentariat militant, sans faute. C'est un sans faute. Non, mais c'est exceptionnel. Je veux dire, objectivement, dans les sondages, ça bouge pas tant que ça, même si ça bougeait. Donc, elle réussit pas à renouveler son équipe, elle perd son équipe, elle est soutenue par Ottawa, elle s'en va faire une forme de génuflexion devant Ottawa en disant on n'a pas toujours été un bon partenaire dans la fédération, mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, le commentariat des cheerleaders fédéralistes disent sans faute, sans faute, sans faute. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est une bataille idéologique, c'est une bataille... C'est une bataille, mais ça, c'est ce que les Québécois ne comprennent pas. La politique, ce n'est pas simplement un débat à fleurets mouchetés entre des gens ayant des arguments contradictoires et se respectant néanmoins sous le signe de l'amitié. Ça pourrait être ça, ça serait bien. Mais dans les faits, c'est une bataille. Il y a le Québec qui cherche à conserver son identité distincte. Une partie significative des Québécois, je pense la tendance lourde de l'histoire du Québec, veut qu'on constitue un État indépendant. Le régime canadien fait tout pour que ça n'arrive pas, au point de remobiliser la loi sur la clarté qui consiste à dire que l'Assemblée nationale, le droit d'autodétermination, est sous tutelle fédérale, hein, quand même, d'un parlement étranger. C'est une bataille. Une bataille, il faut être capable d'amener. Quand on est le plus faible dans la bataille, parce qu'on n'est pas aussi fort que le Canada, mais il faut être plus rusé, il faut être plus habile, il faut être plus solidaire, il faut avoir un esprit de coopération plus efficace entre soi. Donc là, quand je vois certains égarés du souverainisme post-référendaire, du progressisme nécrosé, politiquement correct, bon chic, bon genre radio-canadien, nous faire la leçon aux indépendantistes qui, que je sache, tiennent tête, puis font la leçon plus encore au chef du mouvement national, qui pour l'instant, demain, serait le premier depuis longtemps à pouvoir ramener les indépendantistes au pouvoir. De quoi on parle? J'ai une drôle de question, une question un peu technique, là, mais tu sais, cette fameuse bataille qui en est une, puis qui ignore peut-être beaucoup de Québécois parce que leur culture historique est pas étendue jusqu'à comprendre que le politique, c'est pas juste des élections, puis c'est pas juste des partis avec des logos différents. Est-ce qu'on le nomme et est-ce qu'on l'apprend aux Québécois? Parce que c'est une option, mais malheureusement, cette option-là implique aussi des fois de se faire traiter de parano, de se faire traiter de... Où est-ce que tu tranches, toi? C'est un dilemme, j'ai l'impression, quand même. Attends un instant. Parce que PSPP se fait blâmer de mettre sur le dos d'Ottawa certaines affaires. Il dit « Je suis probablement espionné ». Ce qui est un fait. Ce qui est un fait, Mathieu. Mais le fait de le nommer le fait passer pour un parano. Ça fait passer pour un parano pour ceux qui font carrière dans la promotion... apparemment sans saveur du régime fédéral sous le signe de l'objectivité. Ils ont un succès quand même, ces gens-là. Je ne dis pas que ça fonctionne, mais le fait est que les Québécois sont historiquement, individuellement, les Québécois sont libres, mais comme peuple, on est un peuple qui a été conditionné à ne pas croire à la possibilité de se gouverner lui-même depuis 250 ans. Ça a des effets. Et je pourrais te donner 3 exemples. Le FLQ. Le FLQ, bon, on sait ce que c'est à l'époque, mais il ne faut jamais oublier à quel point la RCMP et la GRC avait joué un rôle, relançait de temps en temps le FLQ, en disant « Ah, mais il était mort le FLQ, on va le relancer pour vous dire « Regardez, il est vivant, il faut le surveiller. » Ça a été prouvé, ça. Commission Kebble. 1. 2. Les commandites. Après 95, ils se disent « Plus jamais ça. » Donc, on va corrompre une partie significative des élites québécoises pour les acheter au Canada. Comme quelque chose. Puis le référendum, pourquoi l'oublier en attendant? Ils décident de ne pas jouer selon les règles. Ils font venir des juges de citoyenneté, ils accélèrent le tampon à créer des Canadiens rapidement en contournant leurs propres lois pour nous imposer, pour modifier le corps électoral. Puis ça a eu des conséquences sur le résultat, c'est le moins qu'on puisse dire. Je connais aucun État dans le monde qui se laisserait dépecer d'une partie fondamentale de son territoire sans chercher à mater les insurgés. Ça, c'est une banalité à l'échelle de l'histoire. Donc là, que certains... Moi, il y a les vrais candides et les faux candides. Les vrais candides, c'est sur ben non, on est en démocratie, tout va bien. Hein. Puis il y a des faux candides qui savent très bien ce dont il est question, mais prétendent le contraire pour conserver leur place dans le système. Ceux-là, je suis moins tendre à leur endroit. Ouais. La question, je pense qu'elle s'impose à chaque fois. D'ailleurs, je l'ai posée à Jean-Luc Mongrain l'autre jour, pour ensuite la poser à Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y a vraiment de plus en plus, j'ai l'impression, un genre de brouillard là, autour de ce que c'est qu'être québécois. Je te l'ai déjà posé. Est-ce qu'elle a changé ta définition? C'est quoi être québécois? Falardeau disait, c'est quelqu'un qui décide de l'être. Et il y a certaines personnes qui sont peut-être plus à droite que toi, disent ça exclut la dimension ethnique à ce moment-là. Et pour Falardeau, c'était naïf de dire une chose pareille, mais peut-être qu'il a mal été compris, Falardeau, parce que décider quelque chose, ça nous engage quand même à quelque chose aussi. Ouais, mais moi, décider d'être québécois, je sais pas ce que c'est un Néo-Zélandais qui aujourd'hui dirait « je suis québécois », l'est-il pour autant? Il y a quelque part
En Nouvelle-Zélande, je suis québécois, je le suis. Non, non, donc la volonté ne suffit pas. Je dirais les choses. Moi, j'ai pas de définition un par un. Moi, j'ai pas un thermomètre là, que ouvre la bouche, québécois, pas québécois, que taux de québécité, je fonctionne pas comme ça. Je vois, il y a une réalité historique en Amérique du Nord, donc qui est le prolongement de l'Amérique française, la Nouvelle-France, qui s'appelle le Québec, qui est l'expression politique de la suite de la Nouvelle-France. Donc, c'est un territoire, une communauté politique autour de la vallée du Saint-Laurent. Cette communauté politique, il y a une majorité historique francophone. Cette communauté, donc ce peuple, a un noyau identitaire qui s'appelle la majorité historique francophone. Ensuite, il est possible de s'y assimiler, de s'y intégrer. La preuve, en effet, il y a des Johnson au Québec. Je peux faire la longue liste de tous les noms qui viennent d'ailleurs puis qui sont devenus des noms de chez nous. De Johnson à Brick, ils sont quand même nombreux à être devenus québécois puis pleinement québécois. Ensuite, il nous manque une chose fondamentale. C'est l'instrument, c'est juridiquement la possibilité de consacrer juridiquement et politiquement cette identité. Mais ça ne peut venir qu'avec l'indépendance. Je sais qu'il y a des propositions en ce moment pour faire une nationalité québécoise avant l'indépendance. Je suis prêt à les considérer. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas le temps de passer par cette étape-là. Pardon. Donc, il y a un fait historique qui s'appelle le Québec. Puis par ailleurs, si la majorité historique francophone devenait minoritaire chez elle, le Québec ne serait plus le Québec. Ça serait quelque chose comme une nouvelle grosse Acadie. Donc, ensuite, je passe pas le thermomètre à chacun. Je suis pas occupé à vérifier la québécité des uns des autres. Je note que dans les écoles de Montréal, de plus en plus de Québécois francophones se font traiter de Kebs par des gens qui viennent d'ailleurs et qui manifestement ne s'identifient pas au Québec. Ça, c'est un fait. Je note que partout en Occident, on constate qu'il y a une dissociation de plus en plus nette à cause des mouvements migratoires massifs entre la nationalité administrative ou juridique et la nationalité identitaire. Bon. Je note en France, par exemple, que combien sont-ils, au bout d'une, 2, 3, 4 générations, à se récupérer encore au pays d'accueil, d'origine, plutôt qu'au pays qui les a accueillis. Je constate ces phénomènes-là, ils existent. Mais pour le Québec, majorité historique francophone, sur le territoire québécois, il faut que cette majorité demeure clairement majoritaire. C'est la condition pour qu'elle puisse accueillir des apports extérieurs et les québéciser à leur tour, et pas simplement les formes de francisation de surface. Les québéciser à leur tour. Ça me semble être la définition qui correspond à notre réalité. Tu viens de parler de l'école. C'était pas prévu que je te parle de ça, mais il y a tout récemment, c'est arrivé à 2 reprises au moins là, dans la dernière année, à la CAQ, on a répondu à des propositions du Parti québécois qui visaient à étendre la laïcité chez les plus jeunes. On a répondu par un appel presque au radicalisme. C'est Roberge est le dernier, Jean-François Roberge. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les écoles du Québec. Le KEBS, c'est pas un mot qu'on utilise dans les tours à bureaux sur la place Ville-Marie. Là. C'est dans les écoles que ce vocabulaire-là est intégré. C'est le nouveau frog. Et on s'interdit d'agir là pour le moment parce qu'on se dit c'est des jeunes, il faut les tenir hors du politique. C'est lorsqu'ils auront 18 ans qu'on va rentrer dans leur tête. C'est cela, oui. Mais c'est grave, ça. Bien sûr que c'est grave. Kebs, faut comprendre. Quand on dit Kebs, c'est une manière de dire frogs. C'est une manière de dire Pepsi. C'est une manière de dire pea soup. C'est la nouvelle manière de parler de ceux qu'on appelait les Canadiens français, les Québécois francophones, en minorité de plus en plus, c'est le moins qu'on puisse dire dans les écoles de Montréal, de Laval, de plus en plus sur les 4-5-0, qui n'ont pas un rapport de force démographique à leur avantage, dans une école qui, par ailleurs, hésite à transmettre la culture québécoise et relaie plutôt le discours multiculturalisme, même si elle l'appelle interculturalisme, dans une société qui peine à s'affirmer. Donc tout ça crée un contexte où, finalement, les Québécois francophones deviendront demain les anciens Québécois, une forme de bois mort de l'humanité, les résidus d'un ancien Québec un peu folklorique. Bon, mais est-ce que parce que je refuse ça, je dois porter l'étiquette de xénophobe et compagnie? Ah, ça, c'est absurde. Et quand j'entends dire la submersion est impossible, bon, un instant, le jour où la majorité historique francophone est minoritaire, ou même à 55%. En fait, moi, le vrai critère, c'est le jour où cette majorité historique francophone deviendrait dépossédée politiquement. Elle l'est déjà. Hein. Franchement, en 95, elle l'a été. Ça s'est radicalisé depuis 30 ans. Je relisais récemment un texte de Pierre Vadeboncoeur, un échange avec Hélène Pelletier-Bergeon, qui disait quelque chose, je pense en 94. Nous sentons déjà, nous, Québécois francophones, que nous n'avons plus la pleine maîtrise sur notre destin au Québec. L'année qui suit, 61% des francophones votent oui, l'indépendance échoue quand même. Donc, c'est une réalité. Puis ce qui se passe dans les écoles est absolument fondamental. Mais encore une fois, c'est l'espèce de côté des Québécois, ça c'est un de nos défauts, tu me demandais tantôt, on a la passion de la tête dans le sable. On pense que beaucoup de problèmes vont se régler ainsi. Ben oui, puis en plus, tout seul.
tout seul même. Par un concours quelconque, cet astre-là va s'aligner. Mais il faut faire quelque chose avec les jeunes. Les jeunes, c'est demain, là, c'est l'avenir. Et dans certaines écoles, moi, ça a changé ma vie. J'ai enseigné dans ces écoles-là. J'ai vu que dans les classes, c'était 90-92% issus de l'immigration, première ou deuxième génération. Puis souvent, quand on le dit, on se fait dire, oui, mais là, deuxième génération, Rémi, c'est des Québécois comme toi. Oui, d'accord, sauf que le problème, c'est que s'il y a quand même une minorité, disons, de Québécois francophones, on les appelle comme ça, là, la deuxième génération, on recule, en fait, en matière d'intégration. C'est de l'intégration inversée, ensuite. Puis, en dernière essence, ils vont devenir au mieux des Canadiens bilingues, mais culturellement, ils ne s'identifieront pas au Québec, ou alors simplement comme un territoire administratif. Mais ça, ce sont tous les problèmes qu'on veut étouffer, faire taire, parce que les nommer nous ramènerait à observer, premièrement, notre situation dans le Canada, le fait qu'on n'a pas un plein pouvoir d'intégration, le fait qu'on n'est pas la norme chez nous, le fait qu'on n'est pas la norme identitaire chez nous. Donc ça, il y a tout un espèce de dispositif de recouvrement du réel pour ne pas avoir à le confronter clairement, pour ne pas avoir à voir ce qui nous arrive aujourd'hui. Toi, tu projettes un référendum dans un premier mandat du Parti québécois. Début, fin de mandat? Alors, c'est à ce moment que je t'invite à recevoir PSPP qui, en ces matières, en sait plus que moi. Moi, ce que je vois comme observateur extérieur, je pense que, pour l'instant, le nom des sondages est un faux nom. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui vont vraiment voter non, hein. Mais à cette hauteur, c'est un nom du traumatisé. C'est le nom du « dérangez-moi pas avec ça ». C'est le nom du « non, pensez à autre chose ». En partie. Ah non, le vote des anglophones est un non convaincu. Puis le vote des, la tendance Elvis Grattonesque du Québec est un non convaincu. Mais globalement, c'est pas un nom du « je veux rester dans le Canada », c'est un nom du « dérangez-moi pas avec ça ». Le jour, puis surtout, on n'a pas envie d'en parler trop tôt. Mais le fait de pas... Si j'avais un grave problème de santé et que je ne voulais pas en parler, ce serait pas intelligent de ma part. Bon. Le Parti québécois arrive au pouvoir. S'il arrive au pouvoir, là, les Québécois disent « OK, ils sont là pour vrai ». Premièrement, il va y avoir, je crois, on verra bien ce qu'ils feront, mais probablement des mesures dans un esprit d'affirmation de l'identité québécoise, tout ça. Pardon, pas exact. J'ignore lesquelles, je sais pas de quelle manière il va y avoir des politiques de rupture. On va quand même rompre avec l'espèce de médiocrité institutionnalisée qui est celle de la CAQ. Puis plus encore avec l'aplaventrisme définitif des libéraux. Donc là, quelque chose change. Là, en plus, les Québécois disent « OK, on va être obligé d'en parler. Il va vraiment avoir un référendum, on va être obligé d'en parler. » Donc là, je pense que beaucoup de gens vont se mettre en mode peut-être. Ensuite, si le discours référendaire est axé sur, je pense fondamentalement, les Québécois, on le disait, sont moins doués pour la liberté que pour la survie. Si on leur dit ça, c'est le référendum de la dernière chance. Parce qu'après ça, on ne sera plus assez nombreux. Après ça, les conditions démographiques de l'indépendance ne seront plus réunies. Beaucoup de gens vont se dire « Ah ouais, quand même ». Si en plus, on est capable d'envoyer des signaux aux différents courants idéologiques, donc trouver des porte-paroles pour le oui, dans la tendance, je ne dis pas du M lui-même, mais des gens qui se représentent dans le conservatisme québécois d'aujourd'hui. Des gens pour le oui dans ce qui reste de la CAQ, où il y avait quand même des patriotes honorables. Des gens pour le oui dans le milieu des affaires, il y en a de plus en plus. Si on est capable de faire naître un nouveau camp du oui à partir de la société civile, pas les excentriques de oui Québec, là, ouais. Mais une vraie mobilité, puis ça existe. Moi, ce qui me frappe en ce moment, quand on regarde la constitution de l'équipe électorale du PQ, on verra si ça va aller jusqu'au bout, c'est le nombre de gens qui ont eu une carrière, qui sont rendus à un moment de leur carrière assez impressionnant. Franchement, c'est beau à voir ce qu'ils ont, puis ils décident de laisser ça de côté pour se lancer en politique. Donc on sait, insultes, vie atroce, salaire médiocre, tout ça pour l'ampleur des responsabilités, parce qu'ils disent que on a entendu l'appel du pays, on a entendu l'appel de l'indépendance. Moi, le nombre de gens que je vois ici, pour la petite histoire, quand on me dit pourquoi je suis en contact avec le Québec, le nombre d'hommes d'affaires, d'universitaires, d'hommes d'affaires beaucoup, de gestionnaires, d'ingénieurs qui passent par Paris, me demandent de me rencontrer, puis je suis toujours disponible pour eux. Puis quand je vais à Montréal, je rencontre des gens qui me disent, je dirais entre 45 et 55 ans. J'ai fait beaucoup de choses, mais là, je veux donner quelque chose pour mon pays. Des gens qui sont sensibles à l'appel du pays. Donc je pense qu'il va y avoir un dégel symbolique, puis on va franchir assez rapidement, une fois que le PQ arrivera au pouvoir, on va franchir le cap du 37, 38, 40, 41, 42. Et là, on bascule dans un autre univers de possible. Toi, tu as choisi, parce que c'est une posture intellectuelle, tu as choisi de présenter ce référendum-là comme celui de la dernière chance. Il y a des gens qui disent
on peut pas dire ça, il faut plus d'humilité face à l'histoire. On s'est déjà dit ça, que c'était la dernière fois. Est-ce que tu le penses enfin, tu vas me dire oui. Comment tu as fait pour en arriver à croire ça ou à le penser? Ben, je regarde la démographie. Le groupe porteur de la cause nationale, c'est la majorité historique francophone. Elle est en décroissance démographique. L'immigration la condamne, comme disait René Lévesque, et comme je l'avais dit à Girard. Jean-Sébastien Girard. À tout le monde en parle. C'est ça. C'est bien ça là-bas. Il n'était pas au courant, il ne connaît pas son histoire de pauvre. Donc, la noyade, comme disait Lévesque, 2 ministères de l'immigration, un à Ottawa pour nous noyer, un à Québec pour enregistrer la noyade. C'est fascinant comment les Girard et autres comme ça pensent connaître René Lévesque, puis disent Gérald Godin tout le temps, mais connaissent rien du tout de René Lévesque, puis ils l'ont transformé en espèce de totem, de poupée, de symbole complètement détaché du René Lévesque historique. En fait, quoi qu'il en soit, puis ils prétendent sermonner les autres à partir de ça. L'inculture permet de sermonner. Quoi qu'il en soit, la démographie fait en sorte que la majorité, l'immigration massive, crée un bloc, un veto presque insurmontable. En 95, on l'a connu. Je pense que c'est à la fois suivante, les indépendantistes, les Québécois francophones vont devoir voter oui autour de 65-70%. Ben oui, c'est comme ça. Puis si on est capable d'avoir du vote chez les populations sur l'immigration, je l'espère sincèrement. Mais je ne suis pas assez zouave pour penser que notre seuil de progression, notre taux de progression, enfin notre potentiel de progression est aussi élevé chez les Québécois francophones que chez les gens récemment arrivés, je vois du Pakistan, du Sri Lanka, d'Algérie. D'ailleurs, je leur en veux pas. Ils sont tout à fait... moi, je questionne pas, ils ont le droit de voter comme ils veulent. Mais je constate que le groupe qui est potentiellement appelé à croître significativement dans son appui à l'indépendance, c'est chez les Québécois francophones et ceux qui se sont intégrés à eux. Bon, c'est correct. Ensuite, comme je dis, si on peut avoir des appuis chez d'autres communautés, très bien, mais c'est une question qui historiquement interpelle ce groupe. C'est simplement factuel. Et d'ailleurs, Mathieu, pour avoir eu quand même souvent cette conversation-là avec toi, dans la sphère privée, je veux le dire parce que peut-être que certaines personnes ne me croiront pas, mais c'est la vérité. Tu n'en veux pas aux immigrants, tu en veux à l'instrumentalisation. Bien sûr. Cette phrase-là que tu viens de dire, c'est normal que la plupart d'entre eux voteraient non, ils sont accueillis au Canada. Tu me l'as dit tout souvent. Là. Non, ils arrivent en Amérique du Nord, l'Empire américain. Ils arrivent dans la banlieue nord, là, qui prétend être un pays, le Canada. Ils arrivent à un pays qui est bilingue, c'est-à-dire dans les faits, l'anglais est la norme, puis le français pour les provinciaux du Québec. Les francophones ont voté non, les Québécois ont voté non 2 fois à l'indépendance. Puis on leur demanderait spontanément de faire le job à notre place. C'est pas sérieux. Ensuite, ceux qu'on peut gagner, c'est formidable. J'en suis très heureux. Mais je leur en veux pas. Mais je note qu'on a un régime devant nous qui instrumentalise l'immigration pour construire une minorité de blocage insurmontable pour empêcher l'indépendance du Québec et accélérer l'anglicisation du Québec, parce que le jour où les francophones ne seront plus la norme, mais qu'ils vont être des Canadiens comme les autres, mais qui disent aussi tabarnak qu'on ne soit pas content, ben ça, le Canada aura parachevé la conquête. À l'échelle de l'histoire, c'est comme ça qu'on faut voir les choses. Bon. Mais j'en veux à personne. Surtout pas... J'en veux... Cela dit, il y a des Québécois francophones qui eux-mêmes sont, comme on aurait dit autrefois, on aurait dit des Québécois reniés. Les Stéphane Dion et ainsi de suite, qui, comme je dis, sont peut-être dans la vie privée d'honorables personnes, je n'en doute pas, mais politiquement, ont lutté contre le droit fondamental de leur peuple à l'autodétermination. J'apprécierais que que beaucoup de gens entendent ce que tu viens de dire, parce que c'est important. Il y a des procès d'intention qui te sont faits. Ouais, ça fait partie de la vie, ça. Oui, non, je sais que ça fait partie de la vie, mais ça devient quand même un peu pesant, honnêtement. Moi, je le répète, je t'ai entendu souvent le dire, puis dans un contexte où tu aurais pu me dire le contraire, là, je veux dire, on est dans la sphère privée, il y a quand même toujours une différence entre ce qu'on dit. Enfin, il faut faire attention à ce qu'on dit des fois. Et tu me l'as dit souvent, tu m'as dit, moi, je ferais pareil, soit dit en passant. Moi, je quitterais un pays, j'irais dans un autre pays, il y aurait un mouvement je serais accueilli par mettons, la France, et qu'il y aurait un mouvement de séparation à l'intérieur, ben, je serais plus loyal à la France. Mais c'est normal. Simplement, c'est humain. C'est humain. Et c'est pour ça que, par ailleurs, puis là, on me dit, c'est pour ça que je pense qu'il faut limiter significativement autant que possible l'immigration. Parce que vu qu'on n'est pas capable de l'intégrer, on n'a pas un devoir fondamental de programmer notre propre submersion. Bon. Mais j'en veux pas aux gens. Pour le reste, je me permets d'y revenir, les procès, ça fait partie de la vie. La vie publique ne va pas sans procès, et si quelqu'un dans l'espace public espère être... Il y a un politique, un ministre pour qui j'ai beaucoup d'estime,
qui m'avait dit qu'il souhaitait en politique être aimé. Puis j'avais dit qu'il devrait plutôt devenir chanteur. Parce que chanteur, tu vas te faire aimer. Comédien, tu vas te faire aimer. En politique, la moitié de la population pense que tu es trop, puis tu as tous les défauts du monde. La vie publique n'est pas un domaine où on espère des compliments et des bisous. On fait ce qu'on a à faire. Puis bon, le process fait partie de la vie. La France. On a commencé par là-bas, on va finir par ici. Il y a une élection qui s'en vient, là, une élection présidentielle. Est-ce que, encore à nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Je ne te demande pas de lire dans les pensées, mais le peuple français, quand même, les dernières élections, c'était assez particulier. On avait toujours des sondages qui disaient l'extrême droite, telle qu'elle est appelée ici, va l'emporter. Et là, il y avait des alliances à la dernière minute. Puis on gouverne par le centre, et là, il y a l'extrême centre. Est-ce qu'on va rejouer dans le même film cette fois-ci, tu penses? Je n'ai pas la prétention d'être devin. Donc, je dégage les 3 scénarios suivants. Je pense pas que Mélenchon va gagner. Il y a une chance d'être au 2e tour. S'il est au 2e tour, il va faire un score qui ne sera pas méprisable, parce qu'une bonne partie de la gauche, en dernière instance, va se rallier à Mélenchon plutôt que de voter pour le RN. Mais Mélenchon va... Donc, je pense pas qu'il va gagner, mais il peut être au 2e tour, il y a de très bonnes chances. Reste à voir comment la gauche social-démocrate classique va agir, les François Hollande, et ainsi de suite. Dans ce premier scénario-là, ce serait donc Mélenchon au 2e tour face au RN. Au candidat du RN, que ce soit Marine ou Jordan Bardella. L'extrême centre est ou le bloc central est dans une double posture psychologique en ce moment. Ils cherchent à gagner les élections, parce que c'est mieux gagner que perdre, mais ils sentent bien la révolte populaire. Donc, que cherchent-ils à faire en ce moment? À verrouiller l'ensemble des institutions pour s'assurer que s'ils perdent le gouvernement, ils ne perdent pas le pouvoir. Donc, l'ensemble des institutions de l'État sont verrouillées, ils font des nominations partout. Le camp national, donc Bardella, Le Pen, mais peut-être aussi David Lisnard, des gens qui vont se greffer à ça, Bellamy, Retailleau, je ne sais pas s'ils vont finir par s'allier, ces gens-là, mais globalement, ils ont une vision assez semblable. Par exemple, ils souhaitent tous un référendum sur l'immigration, se donner les moyens de faire. Imaginons que le camp national arrive au pouvoir. Ils veulent faire le référendum pour changer la Constitution qui rend possible ensuite l'application de leur politique. Le Conseil constitutionnel, l'équivalent de la Cour suprême, peut très bien dire, parce qu'ils ont développé une doctrine avec les années pour limiter sans cesse le champ d'usage possible du référendum. Donc là, imaginons, je sais pas, le camp national a un président, ils disent on fait un référendum sur ça, le Conseil constitutionnel dit non, vous n'avez pas le droit de le faire. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce qu'on pourrait dire, c'est le verrouillage des institutions deviendrait effectif. Soit le pouvoir dit on le fait quand même, soit le gouvernement dit, le président dit on le fait quand même, se réclamant d'une jurisprudence gaullienne. Je n'ai pas les articles en tête de Constitution, mais il y a un article de la Constitution qui permet au président de le faire. On a tout fait pour le neutraliser, mais De Gaulle l'a déjà fait, comme le fondateur de la République. Donc soit il décide de faire son référendum quand même, mais là le Conseil constitutionnel dit non. Soit il ne le fait pas, puis il s'aplatit. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce scénario-là? C'est une dissociation à l'échelle de l'histoire entre la légalité et la légitimité. Comme on l'a eu aux origines de la Ve République. Il ne faut pas se tromper. La Ve République n'est pas née dans des circonstances virginales. Je ne reviendrai pas là-dessus dans le détail, mais la France est un pays qui est né où il y a eu une tension entre la légalité et la légitimité. Est-ce qu'on va avoir en 2027 un rapport de pouvoir équivalent si le camp national l'emporte, propose son référendum? Comment le bloc central qui s'est réfugié dans les institutions de contrôle va réagir? Ensuite, imaginons que le camp national l'emporte. Je suis à peu près convaincu que LFI va jeter ses troupes dans les rues. LFI est un parti avec une branche milicienne à sa manière. Donc, des mouvements d'extrême gauche, des mouvements des antifas. Est-ce qu'ils vont chercher à pousser les banlieues vers l'insurrection? Est-ce qu'on va assister à une forme de radicalisation des tensions identitaires? Donc, quoi qu'il en soit, la France me semble être dans un moment historique particulier qui ne sera pas une élection comme une autre. Je la connais moins que toi, la France, mais il y a un truc que j'avais entendu à un moment donné que je trouvais relativement sensé. Quelqu'un disait, c'est un peu malhonnête, effectivement, les alliances, l'extrême centre, une façon de surtout empêcher, le cordon sanitaire, on dit, là, de surtout empêcher l'extrême droite de l'emporter. C'est un peu malhonnête, oui, certes, mais cette personne-là ajoutait, dans un scénario où l'extrême droite l'emporte,
c'est la guerre civile. Donc, on est toujours bien mieux de ne pas écouter le peuple, de traficoter avec, parce qu'on sait quelque chose que le peuple ne sait pas, c'est que si l'extrême droite l'emporte, ce que tu viens d'appeler les troupes, les milices, ça va dans les rues et ça s'affronte. Est-ce que cet argument-là a un peu de sens pour toi? Premièrement, le terme même d'extrême droite me semble inadéquat. On est devant aujourd'hui ce que j'appelle le camp national. On peut parler de droite nationale si on veut. La notion d'extrême droite réfère consciemment ou inconsciemment, puis dans les faits bien consciemment, au fascisme, au nazisme, à l'antidémocratie. Non, il n'y a rien à voir avec ça. Il faut arrêter de dire des sottises. Est-ce qu'il y a une extrême gauche, par contre? Alors, il y a une originalité. Moi, je dis extrême gauche de temps en temps, ça pour parler des mouvements violents. C'est-à-dire, j'utiliserais le mot extrême droite si on veut à tout prix le faire, pour désigner s'il y avait des milices violentes à droite, je dirais, ok, d'accord, extrême droite, ou ultra-droite, les services de renseignement disent ultra-droite. À gauche, je préfère dire ultra-gauche pour les mouvements violents. Par ailleurs, il existe à gauche des gens qui se disent d'extrême gauche. C'est là l'originalité de la chose. Je connais personne qui se dit d'extrême droite. Si tu en connais une personne, présente-la moi. Le mot extrême droite sert aujourd'hui à mettre dans la même catégorie des libertariens, des monarchistes, les 3 derniers fascistes de France, des gaullistes classiques, des conservateurs décomplexés, des hommes de gauche désormais hostiles à l'immigration massive. Puis tous ces gens-là sont... c'est une étiquette qui nous met sur une fausse piste et qui prétend que nous revivons 33-45. Pour moi, c'est imbécile. Donc, ensuite, si le mot extrême a une pertinence, encore une fois, je le dis, c'est pour désigner les mouvements violents. Ça je l'entends. Mais les mouvements violents en question, les antifas sont plus la norme. Les antifas attaquent. Puis il faut voir comment les médias racontent ça. Les antifas attaquent des gens se défendent, et puis là, le récit médiatique, c'est RIX, conflit. Non, il y a quelqu'un qui a tapé sur la gueule de l'autre s'est défendu, il y a un agresseur et un agressé. Mais on préfère dissimuler la chose. Quoi qu'il en soit, si ce que tu dis est vrai, si le camp national arrive au pouvoir et les troupes, les antifas vont dans les rues, les banlieues s'agitent au point d'être insurrectionnel, que le pays devient très tendu, ça veut dire que le pays est tenu en otage par la menace de l'insurrection. Ça veut dire que globalement, on ne fait rien parce qu'on a peur de ce que feront les banlieues demain. Exact. Ça voudrait dire qu'on sait où se trouve la souveraineté aujourd'hui. Elle n'est plus dans le peuple français. Elle est chez ceux qui ont la possibilité de déclencher l'arme de l'insurrection ethno-culturelle, anti-française, ainsi de suite, comme on l'a vu sur les Champs-Élysées il y a quelques jours, après la victoire du PSG. Mais si on aime la France, est-ce qu'on peut vraiment, sachant que c'est très possible, est-ce qu'on peut souhaiter quand même que ça arrive, que l'ultra-droite, non, c'est pas l'ultra-droite, c'est ni l'extrême droite, c'est le camp national pour toi, que le camp national l'emporte. Si c'est un scénario, j'ai même l'impression que tu y crois un peu à ce scénario-là quand même. Si le camp national l'emporte. Si on pense par exemple aujourd'hui que le principal danger en France, c'est le principal danger, c'est le capitalisme ravageur, c'est une crise écologique telle, c'est les inégalités de genre. Si on pense que ça, on vote pour les différents partis de gauche, c'est très bien. Si on pense que l'essentiel, c'est de perfectionner la gouvernance technocratique dans un cadre européen, puis de toujours pousser plus loin les transferts de pouvoir vers Bruxelles, et puis, on vote pour le bloc central. Si on pense que la question la plus importante, c'est la submersion migratoire, c'est la perte de pouvoir démocratique, c'est la dépossession, il y a de bonnes chances qu'on vote pour le camp national. Ensuite, que feront les forces d'appoint? Comme je dis, est-ce que les sociodémocrates à la Hollande se rallieraient à Mélenchon? Je pense que oui. Est-ce que la droite classique, Retailleau, Wauquiez, Lisnard, ainsi de suite, si le parti de Retailleau est candidat, si jamais il l'emporte, c'est une autre histoire qui s'écrit. Mais si le camp national arrive au premier rang, que va faire la droite classique? Est-ce qu'elle va se rallier au camp national pour une forme de greffon gouvernemental, ou est-ce qu'elle va se réfugier au centre pour être le surmoi conservateur du bloc central? Je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que la France est objectivement dans une situation historiquement tendue. Je pense pas que ça ne peut que bien se passer. Donc, il y aura des tensions d'une manière ou de l'autre. Dès lors, par ailleurs, je ne crois pas aux prises d'otages électorales par la menace insurrectionnelle. Dans ton avant-dernier livre, je t'avais reçu à la radio pour en parler, puis tu m'avais dit, je t'avais posé une question, je t'avais demandé, ça va-tu bien finir, cette histoire-là? Puis tu m'avais dit non. Tu me dis, je pense que ça va mal finir. Mais bon, à l'échelle de l'histoire, ça finit mal, ne serait-ce que parce qu'on meurt tous. Ensuite, je pense que la France est dans un moment semblable à 1958. En 1958, la France, autour de la question algérienne, d'un régime devenu impuissant et capable de répondre aux enjeux de l'époque, est un pays qui est au seuil de la guerre civile, mais qui réussit à éviter la guerre civile
et propulse au pouvoir, à ce moment-là, c'est le général de Gaulle, un homme qui refonde les institutions du pays et donne une renaissance admirable au pays pour plusieurs décennies. C'est formidable. Je veux croire que de la situation très tendue que connaît la France aujourd'hui, un espoir de redressement semblable est possible. Avant qu'on s'arrête, Mathieu, je veux te parler de ton père. Oui. Dans ton dernier livre, la vie est bien faite quand même. C'est vraiment spécial ce qui s'est passé parce que tu as sorti ton dernier livre, un livre d'échange avec Laurent Dandrieux. Mm-hmm. Et dans les toutes premières pages de ce livre-là, tu rends hommage à ton père. Et ton père est en vie à ce moment-là. Et le livre est publié, c'est quoi, quelques jours après, ton père nous quitte. Je suis allé te rendre visite aux funérailles de ton père. Et il y avait des gens, tu étais là. Et connaissant un peu ton horaire, tu partais assez rapidement après. Le lendemain. Je t'en ai parlé un peu tantôt. Tu as une vie de fou, là. C'est des affaires de même. Généralement, les gens s'arrêtent pendant au moins quelques jours. T'es venu en coupe-vent et t'es parti. T'es reparti, par contre, j'imagine, avec la peine que ça a provoqué en toi. Est-ce que tu le vis de la bonne façon, ce deuil-là, en ce moment? Bon, je pense que chacun vit ça à sa manière. Premièrement, j'ai une sœur qui a eu la générosité immense sur tous les aspects pratiques liés au décès. Ma sœur qui s'occupait premièrement de mon père de magnifique manière depuis 5 ans, tout comme elle s'est occupée de ma mère dans ses derniers jours. Ma sœur, Mélissa, a eu la gentillesse immense de s'occuper de tout le côté administratif du décès. C'est pas un détail. Ensuite, on a choisi le moment. Il fallait trouver le moment de selon funéraire et l'enterrement. Pour une raison, c'était un peu reporté parce que ça tombait mal pour à deux moments. Puis je suis venu pour le salon. Je suis venu évidemment pour l'enterrement le lendemain. Mais les semaines qui précédaient, les 2 semaines et demie, j'étais habité par ça. Puis par ailleurs, il y a eu ce moment un peu paradoxal où mon père venait de nous quitter, et je parlais beaucoup de mon père dans le livre, plus que dans les premières pages, d'ailleurs, j'en parle quand même pas mal. Et le titre est inspiré de mon père, parce que je racontais il y a longtemps dans un texte, Laurent Dandrieux me le fait remarquer, il dit « Vous qualifiez votre père de pessimiste joyeux ». Il dit « Je trouve que ça vous ressemble pas mal ». Je dis « Ah oui, c'est vrai », donc ça va être le titre. Donc le titre était un hommage au paternel. Donc ma manière, on ne s'étendra pas dans le détail là-dessus, mais ma manière de gérer le deuil, appelons ça comme ça, c'était l'occasion de faire son éloge. De faire son éloge pendant plusieurs semaines, parce qu'on m'en donnait l'occasion d'une tribune à l'autre. Avec un côté un peu, une forme de libération paradoxale, c'est mon père, les dernières années, souffrait beaucoup. C'était un homme qui, jusqu'à la mort de ma mère, peut-être juste un peu avant, ça commençait à se compliquer, vif, cultivé, drôle. Il y avait une énergie de vie exceptionnelle, drôle, brillant. C'est un homme magnifique. Et il avait été rattrapé par des maladies qui rattrapent la bête humaine d'une manière ou de l'autre, donc la mémoire n'était plus toujours au rendez-vous, même plus vraiment. Donc, chaque fois que je l'appelais de Paris à Montréal, salut papa, comment ça va? Ah, t'es en France? Ah, c'est très bien que tu sois en France, c'est la mère patrie, c'est bien que tu y sois. Il redécouvrait chaque fois que j'étais en France. Quand je l'avais vu à Noël, puis ensuite une autre fois, il était devenu... On sait qu'on n'est pas éternel, on sait qu'on n'est pas immortel. Je savais que ça pouvait chaque fois être la dernière fois. Et il disparaît. Je pense que de ce point de vue, vous voyez à quel point il souffrait, même physiquement, c'est une forme de soulagement, en un sens, pour lui-même. Il était délivré d'extrême souffrance. Mais au même moment, j'en parlais, non pas de l'homme tel qu'il était devenu dans les dernières années, mais l'homme qu'il avait toujours été. Donc je veux pas être exagérément mais je le faisais revivre par le récit de ce qu'il a été, ce qui est la vérité, à mon avis, de son être, sans m'attarder aux dernières années qui étaient bien réelles, mais qui étaient mon père, qui était devenu un peu étranger à lui-même, c'est-à-dire qui continuait d'avoir une vraie joie de vivre, hein. Une forme de bonheur existentiel, une forme de joie naturelle. Mais donc mon père auquel j'ai fait l'éloge, c'était l'occasion de renouer avec la figure de mon père telle qu'elle avait toujours été, et non pas dans le mauvais sort qui était le sien ces dernières années. Et tu l'as raconté souvent, quand tu étais très très jeune, il y avait le Figaro à la maison, il y avait toutes sortes de livres, il y avait Aron, il y avait cette vie intellectuelle française-là que ton père n'a pas vécu
comme acteur, il l'a vécu comme lecteur, comme observateur. Ouais. Professeur, tu n'es pas devenu professeur, tu es devenu intellectuel, puis tu es devenu intellectuel québécois en France. Ouais. Est-ce que des fois, tu avais, avant que, disons, il commence à perdre un peu l'esprit, est-ce qu'il te l'a déjà dit une fois au moins que tu avais vécu presque son rêve d'une certaine façon? C'était pas un rêve pour lui. Non. Mon père était un homme heureux d'être au Québec. C'était un élève de Maurice Séguin, un élève de Raymond Barbeau, de Michel Brunet, de Guy Frégault, de Jean-Pierre Wallot. Il avait la vie qui était la sienne, puis il y avait une femme qu'il aimait passionnément, 2 enfants. C'était la vie qu'il souhaitait. De fait pour ça. Ensuite, il était très heureux du parcours qui était le mien, mais très, très, très heureux du parcours qui était le mien. Je me rappelle quand en 2014, quand Figaro Vox commence à être lancé, puis on me propose une chronique hebdo. Je pense que je quitte le Figaro à 10h le matin, donc il est 4h à Montréal. Je téléphone quand même à mon père. Papa, on me propose une chronique au Figaro. Oh, c'est formidable, mon gars. T'as bien fait de m'appeler. C'est formidable. On ira célébrer ça quand tu reviendras. Donc, il était très heureux. C'était pas un rêve pour lui, d'aucune manière. Mais il était heureux. Puis, je voudrais même dire que ça n'était pas un pour moi. Je fais un peu ce que j'ai à faire. Là. À un moment donné, ça donne des résultats. Et donc, il en était très heureux. Mais c'est pas sur le mode du rêve qui passe d'une génération à l'autre. Ça va être heureux de voir son fils... qui poursuivait, je pense, qui n'a pas eu de crise d'adolescence trop, puis qui menait sa trajectoire, qui n'était pas en contradiction avec ce qu'il croyait le plus juste. Tu as eu, j'espère, puis on va s'arrêter là-dessus, tu as eu, j'espère, la chance de lui parler une dernière fois sans savoir que c'était la dernière fois et d'avoir quelque chose comme une conversation où tu avais l'impression qu'il était tout là cette fois-ci. Ça a donné quoi, cette conversation-là? Alors, c'est compliqué, cette affaire-là. Les dernières fois, il n'était plus tout là. Il y a 2 ans, il était déjà abîmé. Hein. Il y a 2 ans, je suis à Montréal. J'ai raconté ça à Valeurs Actuelles d'ailleurs. Je suis à Montréal et avant de repartir à Paris, j'ai à ma femme, j'allais faire un tour à Maisonneuve pour voir mon père une dernière fois, le saluer. Je prends le bagnole, je vais le voir. Salut papa, comment ça? Je m'attends à voir l'homme diminué qu'il était devenu. Puis là, par je ne sais quelle irrigation du cerveau bizarre, je sais pas comment ça fonctionne la bête humaine, il était ce soir-là l'homme qu'il avait toujours été avant la maladie. Ça, j'en suis bouleversé, ému, j'ai les larmes aux yeux. Je pensais passer pour 1 heure, je reste 2 heures, 2 heures et demie, je prolonge le moment. Il est pas parfaitement comme avant, mais globalement, il était beaucoup plus proche de ce qu'il était avant que de ce qu'il était devenu avec la maladie. Je suis bouleversé. Je sors de là, je téléphone à ma soeur. Je lui dis ça, papa est dans un état formidable, c'est exceptionnel, il est redevenu comme avant. Oui, bon, chanceux, tout ça. Je suis ému comme tout. Le lendemain matin, je téléphone au paternel. Je papa, on a eu une belle soirée hier. On s'est vu hier. Donc là, c'est une espèce de dernier moment enchanté, de parenthèse. Il avait oublié que la veille, il avait eu une espèce de dernier moment, une espèce de spasme de lucidité, de dernière grâce de lucidité. Bon, ça fait partie de la vie, cela dit, personne n'est éternel dans ce monde. Si l'Empire romain est tombé, on va tous y passer. Il n'en demeure pas moins que c'est un moment auquel je suis attaché. Ouais, je ne l'ai pas connu, ton père, mais je te l'ai dit quand il est mort, puis je le pense quand même. Il y a des choses qu'on sait sans les savoir vraiment. Il était fier de toi. En effet. Merci, Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. À mardi prochain.